Bienvenue dans Être humain, le podcast pour une spiritualité pragmatique. Je suis Thomas Sissot, coach et thérapeute par le tri conscient, ce tri multidimensionnel qui accompagne les choix et les deuils pour faire de la place dans tous les espaces de vie. Dans la suite d'Hors-Piste, le podcast pour écouter son audace, j'ai eu envie de faire du tri et dépoussiérer le sujet de la spiritualité, de questionner sa place, sa définition et ses pratiques contemporaines dans un monde qui marche sur la tête. Bienvenue dans ces discussions avec mes invités autour de leurs chemins intérieurs pour nous inspirer et marcher de nouveau sur nos pieds, ancrés dans cette spiritualité pragmatique au quotidien. Bonne écoute. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être humain, le podcast pour une spiritualité pragmatique dans ce monde où la perte des repères fait peut-être rage, où c'est complexe de trouver son chemin et de comment je peux me rattacher à cet essentiel, à cette spiritualité, à cet espace tellement vaste, impalpable et pourtant essentiel. Et comment je le place dans ma vie de tous les jours, comment je l'incarne, comment ça existe et comment ça peut me rappeler d'où je viens et où je vais. Et c'est tous ces sujets-là, tous ces fils-là que j'ai le plaisir de tirer avec mon invité du jour, Tigrane Ading, bien sûr, bienvenue. Alors je dis bien sûr parce qu'on est dans la loi des séries, Tigrane, puisqu'on sort d'hors-piste, mais en même temps la loi des séries tu connais, avec tes 6 tomes, avec le sixième épisode qui est sorti, le sixième de Shaman. Comment c'est sorti, comment s'est passée cette sortie, Tigrane? Si, elle se passe bien, elle est très récente. Je regarde la date, mais je vois qu'il est 11h11. Et en fait, il est sorti pour le solstice d'été, donc c'est très récent, ça date d'il y a quelques jours. Et ça commence bien. Merci à toutes les lectrices, à tous les lecteurs, aux libraires, aux blogueurs et autres. Hmm. Donc justement, cette double trilogie, il y a deux grandes sagas, la Mongolie et maintenant la nouvelle aventure amérindienne, dans ces 6 tomes. Euh, voilà, donc je disais loi des séries avec ce deuxième épisode, puisque nous avons fraîchement enregistré hors piste. Et aujourd'hui, bienvenue dans ce thème de la spiritualité. Euh, qu'est-ce que ça t'évoque ce mot? Alors déjà ce mot, mais qu'est-ce que tu mets derrière ce mot-là, toi? Lequel déjà? Spiritualité ou incarner sa spiritualité ou être humain? C'est vrai qu'il y en a plusieurs dans l'intro. La spiritualité pour toi. La spiritualité, sans être du tout un expert en la matière, la spiritualité, pour moi, évoque quelque chose qui me fait d'autant plus de bien que justement, elle peut être incarnée au quotidien. C'est-à-dire que je n'ai pas une perception de la spiritualité comme quelque chose d'ésotérique et désincarné ou particulièrement hermétique et inaccessible mais comme une relation entre l'humain et le spirituel, ce qui est parfois entre le visible et l'invisible, le matériel et l'immatériel, ce côté-ci de la réalité et l'autre côté du voile, bref, entre en tout cas différents espaces et parfois différents espaces-temps d'une réalité qui se veut plurielle, qui est multidimensionnelle, mais pas pour le simple but de l'exploration ou de la connaissance, pas avec comme seule finalité d'accumuler tel ou tel savoir ou de côtoyer tel ou tel pouvoir, mais plutôt de les incarner ici, maintenant, dans ce corps, dans cette vie-ci, pour notre bien. Euh, et je dis nous en nous mettant en tout premier pas dans cette pratique de la spiritualité. Donc, une pratique qui commence par soi, parce que quand bien même aurait-on derrière une visée altruiste, ou le but de en repartager les bienfaits avec les autres, pour être utile aux autres, pour le partager aux autres, voire pour aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même, sans faire de jeu de mots sur le fameux aide-toi et le ciel t'aidera. Hmm.
Oui, la fameuse instruction dans les avions où on met d'abord son masque à oxygène avant d'aider son voisin. Euh, Quels sont tes courants, en tout cas les courants que tu as empruntés ou que tu empruntes aujourd'hui ou qui t'inspirent à créer ton propre courant? Quels sont tes ingrédients de ta recette aujourd'hui, toi, de ton plat, le plat que tu manges tous les jours sur ce thème de spirituel? Il y a effectivement plusieurs dimensions et il ne pourrait pas en être autrement dans une approche un peu globale, un Hmm. peu holistique, dans une réalité qui, par nature, nous semble de plus en plus multidimensionnelle. Il ne s'agit pas de faire de mysticisme ou d'ésotérisme en disant ça, mais simplement de constater que depuis nos cellules, nos bactéries, les milliards d'êtres qui composent notre corps et qui, en majorité absolue du nombre de nos propres cellules, font en fait qui nous sommes jusqu'à des territoires indicibles de la psyché, en passant par la parole, la pensée, l'énergie, le physique dur. Et il y a déjà tellement d'étages pour faire un être. Alors là encore, on dit il faut de tout pour faire un monde. Peut-être tout être est-il un monde en soi, auquel cas peut-être qu'il faut beaucoup, beaucoup de choses pour cet individu qu'on a parfois tendance à voir encapsulé dans un ego et dans une simple personne. Euh, Au risque de me répéter, comme disait le poète Arthur Rimbaud, je est un autre, ce côté du je est pluriel, pour répondre à ta question, résonne pour moi avec les ingrédients dont tu parles, Hmm. qui sont très variés et qui peuvent aller du plus simple et apparemment du plus rationnel au plus impalpable, au plus intangible et pourtant bien présent. Je pense qu'il y a certaines couches de ces ingrédients qui se révèlent avec le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui a été le premier ingrédient pour moi dans la spiritualité incarnée dont on parle aujourd'hui, c'est sans doute la nature. C'est-à-dire qu'aussi loin que mes souvenirs remontent, les premières expériences qui teintent de spirituel l'expérience quotidienne, donc de la réalité, étant enfant, sans avoir à le nommer spirituel, car je ne pense pas que je connaissais ce terme étant enfant, bien sûr. Ce sont des moments où tout d'un coup, la réalité semble un peu élargie, des moments où on est moins distrait par un enchevêtrement de paroles, d'actions, de personnes, et où souvent en étant seul, et souvent en étant du coup en silence, dans cet espace de solitude et de tranquillité, à la faveur d'un phénomène naturel, il y a quelque chose qui semble rayonner d'une certaine beauté, voire avoir une présence qui change, et sans mettre de mots dessus, sans chercher à cataloguer ou quoi que ce soit, on peut ressentir qu'il y a là quelque chose de particulier. Ce qui me revient en mémoire, c'est étant petit sur les bords de la Loire, bien qu'ayant toujours vécu à Paris, avec une parenthèse de 2 ans à 4 ans et demi au bord de la Loire. Il y a eu des moments comme ça où sans doute à la faveur de mouvements et de phénomènes lumineux, les mouvements pouvant être les fameux tourbillons d'un fleuve, comme les phénomènes lumineux pouvant être les scintillements du soleil à l'aurore ou au coucher du soleil. Il y a quelque chose qui agit, qui vous plonge spontanément dans un état un petit peu hypnotique ou un peu contemplatif, etc. Ça, on en a déjà parlé, des moments qui pour moi ont été sans avoir rien de verbal, sans entendre une voix, sans qu'il y ait une expérience particulièrement transcendante. La simple observation du réel, un moment où on le voit mieux, parce que n'étant donc pas dispersé, distrait, n'étant pas dans le verbal, le mental, ou avec des adultes qui vous parlent ou vous disent quoi faire ou ne pas faire, vous vous abandonnez peut-être un petit peu plus à la vision, et cette vision peut devenir contemplative,
avec le sentiment de faire un avec son environnement. Et d'ailleurs, ressentir des choses, même enfant. Par exemple, que dans ces moments-là, le chien qui est à côté de vous, comme par hasard, de façon synchronisée, simultanée, il se calme, il se pose, et puis il pose sa gueule sur votre tibia, comme si tout d'un coup il sentait que dans cette tranquillité, cet apaisement, qui vous rapproche de la nature, qui vous unit davantage au-delà des limites de votre corps à la vie qui vibre et qui bouge autour de vous, dans cette forme de reconnexion à la nature, dans cette forme non plus de simple observation, mais tout d'un coup d'imprégnation de toute cette vie dans laquelle on baigne. L'animal, lui, sentait quelque chose. Et de même que vous avez l'impression tout d'un coup de faire un petit peu un avec le courant de l'eau qui bouge, qui change en permanence et qui pourtant est là juste devant vous dans une sorte de calme intemporel qui semble avoir toujours été là. Le chien, lui, se fond, se rapproche et est pris un petit peu dans le flux, est pris dans l'onde. C'est-à-dire que vous-même, par votre œil, vous êtes pris dans l'onde de l'eau. Peut-être qu'il y a plus que l'onde de l'eau et que les ondes s'accordent et que celle de l'animal qui vous tient compagnie s'accorde aussi. Donc ce moment d'unité à la nature, aux éléments, à l'eau, la lumière, la terre, ce moment serein, tout d'un coup englobe davantage, élargit et invite d'autres présences. Alors ça peut commencer par l'animal, et puis tout d'un coup, on peut avoir le sentiment que cette plante que vous voyez tous les jours au même endroit du chemin du halage que vous empruntez pour descendre au bord de cette toute petite plage en bord de la Loire, vous la voyez différemment. Tout d'un coup, elle a l'air vivante, elle a l'air présente. Vous avez presque l'impression de croiser quelqu'un. Euh, ce moment-là où tout d'un coup, quelque chose qui était un petit peu inerte pour vous, était juste une plante parmi d'autres, semble rayonner d'une présence plus importante. C'est quelque chose où il y a un peu un avant et un après. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est plus du décor, c'est de la vie, et c'est pas seulement de la vie, bien sûr, pour un végétal, mais c'est une vraie présence. Et quand on commence à entrouvrir cette porte, en passant là, finalement, de son propre règne humain et sa perception de connexion à la nature, au règne animal avec un chien qui vous rejoint dans cette sensation de bien-être ou de calme, et puis qui s'étend à une plante qui finit par être englobée dans la petite tribu qui se compose dans un moment privilégié, et où tout d'un coup, il y a quelque chose en vous, même si vous ne le mettez pas en mots, vous comprenez que cette plante-là, vous n'allez pas la piétiner la prochaine fois, que tout d'un coup, il y a une forme de respect, de la prendre en compte, qui s'aiguise, qui se fait plus sensible en vous. Et bien par extension, du règne humain au règne animal, puis au règne végétal, il n'y a plus qu'un pas pour toucher le règne minéral. Merci, merci Tigrane pour ce voyage. Alors, j'ai chamanique qui vient, et en même temps, ce mot est chamanique parce que c'est une connexion aux éléments. Euh, ces ces quatre piliers qui soutient l'expérience et la connexion au cinquième. En tout cas, c'est comme ça que je perçois quand je guide une hutte de sudation, par exemple, et quand je lis des tomes de chaman, voilà, où il y a cette connexion et cette rencontre et cette interaction de tous ces mondes vivants. Euh, Évidemment, j'ai ce mot chamanique qui vient, et, et en même temps, en, en bon français de France, ce terme, en fait, me pose question parce que ça n'est pas ma culture. Et est-ce que toi, euh,
comment comment tu vis en fait ces mots, ou en tout cas ces énergies, ou oui, cette culture euh, alors qui n'est pas tienne, je ne sais pas, peut-être que tu as quelques origines sur ces chemins-là, ou en tout cas des connexions au-delà de cette incarnation-là. En tout cas, c'est comment enlever l'emballage euh, pour euh, être présent à ce cœur, à cet essentiel, pour que ce chemin spirituel ne soit pas, alors, comment je vais dire ça, folklorique et déconnecté justement de cette essence. Parce que c'est possiblement, en tout cas c'est ma perception, euh, potentiellement en ce moment il y a beaucoup de choses comme si la foire avait de plus en plus de stands et comment s'y retrouver justement dans ce moment un peu complexe de l'humanité et où aller sans se fourvoyer, en étant connecté à cette essence, en faisant attention aux emballages qui peuvent être biaisés ou biaisants. Euh, et c'est ton voyage qui est sur l'essence, sans nommer le mot, qui du coup m'amène à cette question de comment faire ce tri, ou en tout cas cette perception et ce discernement aujourd'hui. La première façon de faire le tri, c'est de s'écouter et de ne pas se laisser berner par ce par quoi l'ego pourrait être distrait. Mm. Il va facilement se disperser dans les formes, mais bien d'écouter en soi une voix un petit peu plus profonde, qui ne doit pas être que verbale, mais qui peut être également vibratoire, qui peut être dans la sensation, dans le ressenti. Et quand je dis le ressenti, du coup, moins mental que l'ego et plus incarné justement dans le corps, comme si le corps tout entier était un grand tambour qui Mm. vous permette de résonner immédiatement, intuitivement et très rapidement avec ce qui est juste pour vous, qui l'est moins, avec ce qui va vous faire du bien, avec ce qui va être peut-être plus indiqué pour un voisin, mais pas pour vous-même, puisqu'il Mm. n'y a pas de recette à ce moment universelle et qu'il faut se garder de croire que parce qu'on a trouvé quelque chose pour soi, c'est forcément bon pour l'autre. Donc, d'une part, bien sûr, plus les folklores sont chatoyants et sophistiqués, et plus il y a matière à se perdre dans la formalisation, dans certaines apparences de certains rituels, etc., dans la beauté de certaines cultures. Euh, pour en revenir à ce que tu disais, bien sûr, le mot chaman, au début, non seulement il n'est pas de chez nous, mais il n'est même pas de X continent. Il renvoie précisément au cercle arctique, il renvoie précisément au nord de la Mongolie, à la Sibérie, au Toungous, à un sens étymologique particulier. Et d'ailleurs, dans toutes sortes de cultures, dans différents pays, sur différents continents, il y a beaucoup de femmes de savoir, de femmes de pouvoir et d'hommes qui jamais ne se diraient chaman. Mm. D'abord, dans certains cas, par humilité et par souci de garder une relative discrétion, puisque ce dont il s'agit est parfois la transmission de certaines énergies, de certaines connaissances, euh, qui brillent avant tout par leur côté impersonnel et intemporel, au-delà de l'individu. Donc, si ça donnait lieu à un individu qui serait, au contraire, de plus en plus auréolé de sa propre réputation, il y aurait peut-être là quelque chose de contradictoire qui pourrait mener à certaines dérives, comme on en voit hélas de tout temps et sur tout continent, qui sont antinomiques avec le fond de l'affaire, qui est bien au-delà de l'individu, du culte de la personnalité, et encore moins du pouvoir que cette personne aurait sur d'autres. Mm. Donc, à partir du moment où il y a là quelque chose de désintéressé et une intention qui se place au service des autres, que ce soit sa famille, sa communauté,
que ce soit de soulager un bobo physique ou d'apaiser un trouble mental ou émotionnel. Il y a quelque chose dans le chamanisme en général, mais au-delà du chamanisme, pour justement, comme tu disais, aller plus large et aller plus vers l'essence. Donc, que l'on parle d'une femme médecine en Amérique du Nord, que l'on parle d'un curandero en Amérique du Sud, d'un certain devin en Indonésie ou autre, il y a là quelque chose où la personne, en fait, c'est pas elle qui fait le travail. Elle se met au service, elle est un petit peu à la manière d'un scribe, un trait d'union entre bien plus vaste qu'elle et ce qui doit être apporté à autrui. Donc, c'est pas elle qui fait le travail, c'est elle qui, de par certains dons, alors ça peut être des dons comme on a dans les mains ou autres, ça peut être des dons spécifiques, ça peut être une aptitude à la médiumnité, à l'ouverture à l'invisible, bref, que ce soit plus dans le corps ou plus dans la psyché ou les deux à la fois, qui souvent travaillent de concert, l'ouverture à d'autres puissances plus vastes que nous, la capacité à intercéder avec à la fois respect et prudence dans ces autres territoires, de façon à gagner le concours d'esprits alliés, par exemple, dans certaines cultures d'animaux de pouvoir, dans d'autres cultures d'ancêtres bienveillants et bien présents qui, bien que partis, sont depuis le royaume de la mort présents pour nous aider, nous assister, nous guider et parfois nous observer. Et donc d'intercéder, de demander à des esprits alliés qui ne vont pas intervenir d'eux-mêmes si on ne leur demande pas, donc pas d'ingérence de ce côté-là, donc savoir aussi leur demander, parfois en quelque sorte négocier, pour reprendre un terme qu'on avait évoqué dans Hors Piste, et procéder à certains types de PROC, on pourrait dire, ou d'échanges, ou de concours vertueux, c'est-à-dire de réciprocité win-win, comme on dirait dans certaines formes de business aujourd'hui, de façon à ce qu'il y ait un équilibre entre le visible et l'invisible, et que, à la faveur de cet équilibre, l'harmonie puisse être réintroduite ici sur Terre au quotidien pour des choses parfois très concrètes, ou des choses, comme on le disait, plus émotionnelles ou plus mentales. À partir de là, on observe probablement que quelles que soient les cultures et les différences de formes, de folklore, de méthodes, de croyances, eh bien, au-delà des religions, au-delà de choses qui peuvent paraître euh, des rituels parfois très archaïques, ou au contraire, des formes de protocoles extrêmement sophistiqués, au-delà de tout ça, passer l'apparence, passer les singularités, ce qui fait toute la richesse culturelle, cette biodiversité, eh bien, il y a une source commune. Et donc, à partir du moment où ces personnes qui sont passées maîtres dans l'art de se mettre au service du prochain, tout en permettant au prochain de bénéficier de certains pouvoirs, soins, éclaircissements ou enseignements qu'eux-mêmes ne seraient pas capables de donner, soit, il y a accès à une source qui, là, résonne très clairement avec l'essentiel, puisque on n'a plus à y reconnaître des mots, des couleurs ou des symboles. On est bien au-delà de ça. On plonge dans un intemporel qui parle de lui-même, et où je crois, quand on ressent que ce soit le feu sacré de l'amour en soi et du bien qu'il peut procurer à autrui, ou le pouvoir d'une lumière qui peut être partagée avec un tiers, quelque chose pour lequel le doute n'est plus permis. Merci Thierry. C'est quelque chose que tu pratiques, puisqu'on est dans le pragmatique. Or, moi, je suis un humble éditeur et auteur de contes. Ce sont des petits contes, et
par lesquels on accède à différents niveaux de lecture, peut-être. Euh, Après, pour la pratique, il y a d'une part des choses que l'on pratique spontanément. C'est quelque chose d'assez fascinant de voir que, étant petit, il suffit d'observer des enfants. Parfois, un enfant se met à récolter des coquillages, des petites pierres, etc. On l'entend parler à voix haute, il joue, et puis voilà, ça reste. Il n'a pas avec lui telle poupée ou tel jouet, etc. Alors il recompose les personnages, et puis il bouge les petits cailloux, et puis la petite branche, et puis ceci, et puis cela. Et puis parfois on perçoit un changement. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce même enfant a l'air de s'absorber dans son jeu et finir par être très très absorbé. Et on voit ce même enfant qui dispose des cailloux d'une certaine manière, Mhm. qui dispose des coquillages d'une certaine manière, ce qui semble tout d'un coup euh, correspondre à une forme de logique, pour ne pas dire de géométrie, c'est-à-dire que l'enfant a l'air tout d'un coup inspiré à disposer certains éléments qui en soi n'ont rien de sacré en une forme qui petit à petit s'organise, et il n'y a plus d'histoire entre le cow-boy et l'Indien, le père et la mère, l'animal et l'enfant, et puis on voit quelque chose apparaître qui a l'air de traduire un petit peu une forme, un symbole, une géométrie qui est invisible, mais qui pourtant transparaît temporairement dans ce début d'organisation. Euh, alors, pour certains enfants, c'est quelque chose d'assez frappant, pas forcément tous, et encore moins à tout moment. Mais d'ailleurs, ça rejoint pour moi quelque chose qui est un petit peu du même registre que lorsqu'on disait, on en parlait, la vérité sort de la bouche des enfants. C'est-à-dire que tout d'un coup, un enfant a l'air, semble comme un petit peu hypnotisé par quelque chose, et puis part en silence et complètement absorbé. Et puis là, c'est autre chose. C'est pas comme de jouer avec des petits soldats, c'est tout d'un coup comme de recréer quelque chose, ou plutôt qu'une fantaisie où la position des pierres et des coquillages, des cailloux et des bouts de bois serait complètement de son fait. C'est un petit peu comme s'il les plaçait à des endroits préexistants quelque part ailleurs dans la psyché ou dans quelque chose qu'on ne voit pas forcément, et qu'on permettait donc à quelque chose d'autre d'apparaître avec peut-être parfois des fondamentaux, des formes très très simples que l'on retrouve au-delà des cultures d'ailleurs. Mhm. Quand on voit un enfant qui fait des dessins dans le sable et que on voit la spirale rejaillir par exemple, et des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer au bord de la plage. Il suffit d'y passer assez de temps, et que parfois, à la faveur d'un moment où, à la lisière de l'eau et du sable, de la marée, de l'isolement, etc., on voit qu'il y a différents types de jeux, de différents registres, et que ce registre-là, pour moi, c'est quelque chose qui, en étant tout aussi enfantin et ludique qu'il y paraît, pour moi, c'est déjà du sacré. Mhm. C'est-à-dire, c'est déjà un enfant qu'il ne faut pas arrêter dans ce moment-là, ou distraire, et qu'il faut laisser aller au bout de ce qu'il est en train de faire. Mhm. Donc, ça peut commencer très tôt, c'est pratique pour répondre à ta question. Est-ce que ça, c'est pas déjà une forme de pratique? Je dirais, est-ce que c'est pas de façon embryonnaire euh, ce que un moine tibétain dans un monastère, après des années, voire des décades de pratique, euh, va porter à un point d'excellence à travers un mandala de sable? Est-ce que c'est pas ce que une femme de médecine comme Lorenza Garcia, initiée par les Navajos, au bout de 20 ans, va permettre à cet art d'être partagé sous forme de peinture de sable également? Est-ce que ces symboles, ces couleurs, tout aussi éphémères qu'ils soient, puisque ça peut réclamer non seulement des heures, mais des jours, d'une minutie très particulière, avec un respect, avec des codes qui sont propres à différentes cultures, et qui font que un mandala tibétain d'un côté ou une peinture de sable navajo de l'autre, apparemment, c'est très très différent.
mais pourtant, est-ce qu'il n'y a pas des points communs? Que ça réclame un soin qui pourrait peut-être vous mettre, au fur et à mesure où vous le faites, dans un état second, tant il pourrait être, pour parler très très simple et de façon réductrice, hypnotique, et où, à force de s'absorber dans ce travail, qui équivaudrait à une forme de méditation couplée avec de la création, couplée avec le respect de certaines formes de géométrie, avec le pouvoir de certaines couleurs, puisque là, on va toucher à la fois au pouvoir des symboles, à la chromathérapie, etc., etc. Et où, en ayant passé des heures et des jours à faire ça, tout d'un coup, en un instant, tout est soufflé. Donc, le non-attachement, la seule permanence, l'impermanence, et c'est un enseignement en soi, mais chemin faisant, vous aurez en fait beaucoup voyagé sur place. Les voyages immobiles qui me sont chers. Et merci d'évoquer cet espace qui ramène au voyage, en tout cas, oui, le fil que tu as tiré sur cet enfant près des bords de la Loire, ou parce qu'il y a cette présence, et parce qu'il y a, comme tu disais, la solitude du silence, de l'ouverture à ce qui est autour de nous. Mais du coup, je peux plonger dans cet infini et ce, ce grand tout qui nous dépasse. Et en même temps, c'est bien la porte du un qui fait que parce que je suis revenu chez moi, je peux y accéder. Et, et comment tu perçois euh, ne- ce qui me vient, c'est de ne pas se perdre. C'est à la fois la porte, c'est soi, c'est le corps, tu en as parlé. Et en même temps, c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir accéder à ces infinis qui me ramènent à moi et sur le chemin mouvant, tournant entre l'extérieur et l'intérieur, c'est, c'est cette question, en tout cas moi, qui est là, c'est comment ne pas me perdre en chemin. Alors, tu en as parlé sur être connecté à son corps, mais est-ce que tu as une pratique ou une vigilance ou quelque chose qui est à ton esprit quand tu voyages, immobile comme ça? Il y a plusieurs choses qui me semblent fondamentales et je n'invente rien, je fais que porter hommage à ceux qui depuis longtemps ont défriché certains territoires, en ont tiré des enseignements, ont appliqué des leçons, et puis aussi à toutes sortes de traditions à travers le monde, qui parfois de façon très très peu verbale ou au contraire de façon plus expressive, de façon musicale ou d'autres, picturale ou autre, touche là encore une fois à peut-être certains conseils de base. Euh, et avec la base, d'abord le retour. C'est bien joli d'aller se promener, mais le retour est très 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 important. Si vous promenez aussi loin, aussi belle soit la balade, aussi fantastique soit la découverte, mais que vous avez du mal à rentrer ou vous ne rentrez pas entier, il y a un problème. Donc, ça touche ça à d'autres notions qui sont quelque chose que l'on voit beaucoup actuellement dans toutes ces méthodes parfois rapides et séductrices qui apprennent à ouvrir les portes de telle et telle discipline, peu importe, euh, mais qui n'apprennent pas à les refermer. C'était très étrange, puisque la base, si on vous apprend à piloter un nouveau véhicule et qu'on vous laisse les clés, etc., c'est aussi évidemment au bout d'un moment de revenir, garer, remonter les fenêtres, couper le contact, fermer la porte à clé, s'assurer qu'on n'a rien oublié et puis aller prendre éventuellement un autre véhicule. Ce qui pourrait Mhm. être d'ailleurs une image des voyages de l'âme pour quelqu'un qui croirait par exemple en la réincarnation ou à d'autres manières de voir, peut-être moins passé, présent, futur, la mobilité de l'âme par rapport au corps, avec le thème des walk-in, par exemple, Mhm. et d'autres de ces sujets, entre autres, passerellisation entre champs parallèles et autres. Mais pour refermer cette parenthèse et revenir
à cette histoire de ne pas se perdre, il y a des formes de, j'allais dire, cordons ombilicaux qui nous permettent d'être liés à la mer. Dans Mhm. certains voyages de l'esprit, des choses qui s'apparenteraient à ce que certains appellent le fil d'argent, par exemple, pour des expériences volontaires ou involontaires de sortie de corps. Mais à une époque où beaucoup est mis sur cette fascination de partir loin, les contrées exotiques, sortir de son corps, etc. Il faut se rappeler qu'on est humain, fait de chair et d'os, et que c'est ici un privilège extraordinaire et exquis de pouvoir faire l'expérience de ces sens, les affiner, déguster l'existence de plaisirs quotidiens très simples jusqu'à des phénomènes qui peuvent être beaucoup plus rares, mais toujours grâce à son corps et grâce à des processus qui sont assez magiques en soi, puisque là aussi, sans faire de mysticisme, alors qu'on croit que voilà, ce qu'on voit est devant nous, on le voit avec ses yeux comme une fenêtre ouverte tout simplement sur son environnement, et idem avec l'oreille et ce qu'on entend, etc. En fait, la science nous montre et nous démontre que c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça en termes d'interprétation de l'image, de filtrage des vibrations et des fréquences. Ça n'est pas parce que j'entends pas les ultrasons ou les infrasons qu'ils ne sont pas là. Ça n'est pas parce que je ne vois pas l'ultraviolet et l'infrarouge qu'ils ne sont pas là. Donc, quel est mon filtrage? Quelle est la présélection qui s'opère? Qu'est-ce que je capte de la réalité? Et est-ce que, passé cela, on garde la même prétention à se sentir en haut d'une pyramide et avoir tout compris, saisi et savoir ce qu'est le réel et ce qui ne l'est pas? Non, je crois qu'on est plutôt renvoyé à une humilité par rapport à la vastitude et l'indicible de fréquences, de couleurs, d'espace-temps qui échappent complètement au fonctionnement normal de notre mental. Donc, empreint de cette humilité devant quelque chose qui nous dépasse, euh, c'est vrai que on est étonné qu'avec le florissement de toutes ces méthodes à la mode, ils mettent beaucoup l'accent sur ouvrir ses portes, mais pas tant sur les refermer, ni même revenir à la maison. Parfois, ça fait défaut à certaines choses, œuvres, livres, propositions, etc. Moi, j'ai un petit côté très vieille école et de revenir effectivement aux enseignements simples et intemporels de différentes cultures, mais que l'on retrouve dans d'autres disciplines. Quand vous apprenez à faire du bateau et que la rentrée dans le port est un moment qui est très très particulier, avec un état de vigilance qui doit être très très important en fonction de si le temps a changé au fil de votre navigation, le courant, la hauteur de la marée, le coefficient, les vagues, l'occupation d'un port qui n'est pas qu'à vous, dans lesquels il peut y avoir au même moment des entrées et des sorties. Tout ça a l'air très concret, mais en fait, entre les différentes couches euh, du sandwich multiniveau de ce qu'on appelle la réalité, il y a de ça aussi. Et donc, savoir rentrer, revenir dans son corps, se sentir bien, faire des choses très très simples qui vous ramènent pas seulement au corps, mais avec un petit peu de chance à la terre. Et quand on n'a pas la chance d'avoir de la terre ou de pouvoir mettre ses pieds nus dans l'herbe, s'adosser à un arbre ou s'allonger à même une prairie, pour certains, c'est de faire la cuisine et de couper des légumes qui va les reconnecter tout simplement avec des végétaux, des légumes racines qui ont poussé en terre justement, qu'on lave sous un filet d'eau, etc. Pour d'autres, ça va être de s'asseoir, de rien faire, de rester au soleil, de se reposer, de prendre un bain, etc. Mais bref, être sûr d'habiter de façon pleine et entière son corps, de savoir refermer la porte, de se dire que chaque chose en son temps. Et autant certaines excursions peuvent être complètement éblouissantes, euh, autant il est très important, par exemple, de se dire qu'une fois revenu de ces espaces, euh, rien chez vous ne pourrait laisser transparaître que vous y avez été. C'est-à-dire que du point de vue d'extérieur,
même de quelqu'un qui vous connaît bien, sinon ce serait trop facile. Est-ce que vous êtes revenu d'un territoire qui est indicible ou est-ce que vous êtes revenu du marché du coin, pas pouvoir faire la différence? C'est une discipline qui est intéressante parce que ça vous oblige euh, à ce qu'il n'y ait pas de fuite, à pas déborder, à pas être déstabilisé, à pas être surexpressif, à ne pas déstabiliser les autres par quelque chose qui serait encore vibrant en vous, puisque eux n'ont pas fait ce voyage. Pourquoi est-ce qu'il faudrait tout d'un coup que quelque chose qui a été fort pour vous, mais sur lequel vous avez une certaine habitude de répétition, donc peut-être de discipline, de pratique, etc., pourrait néanmoins être déstabilisant pour quelqu'un d'autre. Et ça, il faut le respecter, il faut en tenir compte. Donc à moins que vous soyez comme un ermite seul dans votre grotte et que vous fassiez votre retraite d'obscurité pendant X jours et que, ma foi, pour le retour, vous ne dérangerez personne si ce n'est les parois de cette grotte-là, en société, en famille, au travail, etc. Il me semble très important de ne déranger personne et donc de faire cet effort de retour à soi et de retour dans le corps, au point que peut-être rien ne soit perceptible dans le regard d'autrui. Magnifique. Merci Tigrane, ça parle effectivement d'humilité, de chaque chose à sa place pour participer aussi à l'équilibre ici maintenant, même s'il y a peut-être un endroit de l'humain qui aurait envie de montrer avec son ego, son mental, de prouver, d'expliquer euh, ce qui s'est passé et d'avoir cette simplicité. Et merci pour ça. Et merci pour ce rappel, cette simplicité de laisser ce qui a besoin d'être vécu par chacun là où c'est. Mm. Même si euh, dans cet imperceptible, ça œuvrera, puisque si on revient d'un endroit et on n'est plus au même endroit, forcément, ça va pouvoir aussi diffuser justement, au bon endroit ce qui a été vécu et transmissible et accueillable, je ne sais pas si ça se dit, par celui ou celle qui passera le chemin par là. Oui, puis tu dis œuvrera, c'est-à-dire qu'on parle d'œuvre, et rien n'empêche après, pour l'un de faire un dessin, pour l'autre d'écrire un poème, pour l'autre d'écrire un livre, et que ce Ou livre, quelques-uns, ou quelques-uns. et que ces livres tombent au bon endroit, au bon moment, dans les mains des personnes qui en ont besoin, et qui pourront peut-être récupérer ce qu'il leur faut à eux de la substantifique moelle d'un voyage de finalement quelques dizaines d'années au fil de quelques pages. Merci. Merci pour cette boucle qui se boucle, puisque nous revenons sur la présentation. Euh, En tout cas, c'est ça que j'entends de ces 6 tomes de chaman, avec ces deux trilogies, ces 2 voyages, mongols et amérindiens, avec ce tome 6 qui vient de sortir, Le tigre et le jaguar. Merci Tigrane d'avoir été mon invité dans Merci l'être à humain. toi, Thomas. Merci à toutes les auditrices et auditeurs. Au plaisir de ces partages. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode, et s'il vous a plu, partagez-le. Retrouvez tous les épisodes de mes podcasts Hors Piste et Être Humain en vidéo sur ma page YouTube Thomas Sissot, et découvrez en avant-première mes futurs invités sur les pages Instagram Hors Piste Podcast et thomas.sissot. À très bientôt.